il s'en passe des choses dans la région, dans la province, on peut même dire au Canada, il s'en passe énormément des choses. Et on dirait que personne semble se poser de questions plus qu'il faut. Et surtout, je pense qu'on ne pose pas les questions aux bonnes personnes. On en parle tout de suite après ceci. Vendre votre propriété, c'est facile. Mais la vendre au meilleur prix, c'est l'affaire de Mario Labrec et son équipe. Négociez dans les meilleures conditions et ne payez rien sans résultat. Pour votre vente résidentielle ou commerciale, pensez Mario Labrec, courtier immobilier Remax Accès et son équipe. mariolabrec.com. Bonjour, mon nom est Mario Labrec. Donc, je fais un petit podcast aujourd'hui encore une fois. Je vous reviens avec des idées, des opinions vraiment personnelles que j'ai. C'est vraiment pour m'amuser que je fais ce genre de podcast-là. Et pour tenter peut-être de poser des questions et d'obtenir des réponses, bien évidemment. Mais je pense que c'est difficile d'avoir des réponses, mais c'est surtout difficile d'avoir des gens qui posent des questions aux bonnes personnes. On ne semble pas être en mesure de challenger les gens au gouvernement et aux places que les gens devraient répondre et qui sont normalement responsables des choses. Donc, les masques sont tombés en fin de semaine dernière. Pour ma part, je suis bien heureux de ça. Je n'étais pas capable de passer des heures et des heures avec un masque. Je n'ai jamais compris comment les gens qui travaillent devaient porter un masque, le gardaient toute la journée et plus encore. J'ai vraiment de l'admiration pour ces gens-là. Je n'aurais jamais été capable de faire ça. Mais disons que samedi, c'était vraiment une bonne chose que le masque soit tombé. Et personnellement, je pense que ça aurait dû tomber bien avant. On n'a pas le choix. Le gouvernement en a décidé ainsi de toute façon. Mais ce qui est vraiment inquiétant, c'est pourquoi on a été les derniers à abandonner le masque et pourquoi on n'a jamais été capable de poser les questions du côté des médias, d'avoir des réponses du gouvernement, des instances qui devraient répondre. La santé publique, entre autres. Ils ont même reconnu que c'était pas vraiment scientifique la question du masque et des règles qu'ils ont établies pour la gestion de la crise. On va l'appeler comme ça. Ils en ont même parlé. T'sais, ça a été parlé que c'était pas vraiment une question de savoir scientifiquement si c'est bon ou pas bon. Je pense qu'on a tiré au hasard bien des règles dans la pandémie. J'espère qu'on va apprendre et qu'on va changer ces méthodes-là à l'avenir. On a eu un rapport, je pense aussi, sur la situation dans les CHSLD, entre autres. Je pense qu'ils ont parlé des runs, mais l'ensemble des CHSLD, il y avait des problèmes. Ils n'ont pas voulu donner de personnes directement impliquées, je pense. Ils n'ont pas voulu frapper fort là-dedans. Ils ont dit, il y en a une surtout, je pense, qui a perdu sa job hier matin, justement, au lendemain du rapport. Mais écoutons, je pense qu'il y aurait peut-être lieu d'avoir un peu plus de questions de poser à ce niveau-là, parce que c'est pas normal. Il y a au-dessus de 5000 personnes qui sont décédées dans les CHSLD dans les premiers mois, je pense, de la pandémie. Ça porte à réflexion, ça porte à dire qu'il y a probablement eu un problème de gestion, il y a probablement eu une panique, je ne sais pas comment appeler ça, mais il reste que, selon moi, oui, il y a un problème là, mais un des plus gros problèmes, c'est de ne pas être capable d'aller chercher des réponses. Et à entendre parler le gouvernement, ben, ils ont fait de leur mieux, ils ont fait de leur possible, ils ont géré ça comme des champions. En tout cas, on n'a pas tous la même avis, mais je trouve de valeur qu'on ne soit pas capable de dire qu'on a peut-être fait des erreurs et qu'on devrait améliorer. On devrait se pencher plus sur le côté scientifique de la chose et non sur la méthodologie ou la façon d'éviter pas de perdre de l'argent, mais d'investir l'argent au mauvais endroit. Je pense que de l'argent, il y en a déjà trop dans tous les niveaux au niveau gouvernemental. Elle n'est juste pas placée à la bonne place ou elle n'est juste pas efficace, cet argent-là. On s'en rend compte parce que, la moitié, sinon plus que la moitié du budget provincial est investi dans la santé. C'est quasiment pas normal. C'est pas normal, de toute façon. Mais bon,
Il n'y a pas beaucoup de monde qui pose des questions là-dessus. Il n'y a pas beaucoup de monde qui s'intéresse à ça, à vouloir changer le système, à vouloir changer la façon de faire. Tout le monde est contre dans un certain sens, mais personne parle de ça ou pose des questions. Personne amène des suggestions pour régler le problème, pour régler la situation. Puis c'est plate parce que il y aurait de la place à améliorer, c'est certain. Le privé peut être une bonne porte de sortie. Ben, pas une porte de sortie, mais une amélioration de la situation, au moins temporaire peut-être, d'apporter ce changement-là, d'apporter un nouveau vent d'air pur, d'air frais dans la santé au Québec. Je pense qu'on aurait besoin de ça. C'est sûr qu'il y a les syndicats qui sont un peu... qui nous bloquent un peu les changements, qui ne semblent pas vouloir apporter des améliorations, parce que c'est sûr que si on change les méthodes, si on envoie des employés au privé, il y a moins de cotisations qui vont entrer, il y a moins... En tout cas, le système syndical va peut-être être ébranlé un petit peu, mais en réalité... Est-ce que c'est le syndicat, les syndicats en général qui doivent mener la situation ou si c'est le peuple qui doit mener la situation en rapport avec les élus? J'écoutais ce midi, je pense, en tout cas, il y avait quelqu'un, je pense que c'était Jeff Fillion, que j'écoutais, son podcast là, live, et il y avait quelqu'un qui disait... Les politiciens, en règle générale, ils sont quelques semaines à prendre les idées du peuple et à faire plaisir au peuple et à faire penser qu'ils prennent de l'information au niveau du peuple. Mais dans les 4 années suivantes, c'est jamais pareil comme avant l'élection. Ils veulent rien savoir, ils vont changer la méthode de travailler et non pour le peuple, ils vont prendre pour leur parti, pour leurs intérêts à eux directement pour se faire réélire dans 4 ans, parce que c'est sûr que le but ultime pour certains et pour plusieurs même, c'est probablement de faire 2 mandats, 2 fois 4 ans pour être capable d'avoir la fameuse pension à vie. Il y en a qui sont là, c'est clair, c'est pour ça. Il y en a quelquefois qui se présentent, qui ont des idées, qui veulent changer des choses, mais une fois élus, ils rentrent dans le moule, puis ils font plus rien. Ils prennent les idées du parti au lieu de vouloir amener de la nouveauté. On comprend qu'ils se font tasser dans un coin, puis ils n'ont pas le choix de se la fermer. Mais il reste que ça devrait être le contraire. Ça devrait être les gens, justement, qui veulent apporter des changements, qui veulent apporter une nouvelle façon de faire, qui devrait prendre de la place dans un parti et aller chercher le pouls du monde. Je donne l'exemple du tramway de Québec, parce que je suis dans la région. Le tramway de Québec, il semble qu'il n'y a pas beaucoup de monde à parler avec les gens alentour de nous autres. Il n'y a pas beaucoup de monde qui sont pour le tramway. Et la ville, le maire s'entête à ne pas aller avec un référendum pour connaître l'opinion des gens réellement sur le terrain, les électeurs, le peuple. Est-ce qu'ils en veulent un tramway ou non? Ou si c'est un jouet pour les politiciens et les amis des politiciens, parce qu'il va y avoir des énormes chantiers dans ce projet-là, et ça va faire travailler beaucoup de monde, et on comprend qu'il y a beaucoup de contrats qui vont se donner, et il y a probablement beaucoup d'enveloppes brunes qui vont circuler en même temps que les contrats, comme par hasard, là. Et il y a beaucoup d'élus qui vont se faire construire une piscine en arrière de la maison. J'en ai vu là, dans certains endroits il y a quelques années où ça s'est passé, là. Donc, ça n'a pas coupé du jour au lendemain, ces choses-là, là. Pourquoi on refuse de faire un référendum assez simple? Poser la question aux gens, est-ce que vous voulez un tramway? Si oui, vous le voulez comment? Est-ce que vous le voulez à la grandeur de la ville? Est-ce que vous voulez juste un axe? Allez poser ces questions-là directement dans le référendum. Et ça pourrait être même électroniquement, ce référendum-là, sans faire ça. Mais écoute, ça serait trop simple et on aurait vraiment le pouls des gens. Et on ne veut pas l'entendre, le pouls des gens. Ce qu'on veut, c'est faire ce qu'on veut rendu là. Quand on est élu, on ne veut plus savoir qu'est-ce que les gens veulent. On veut faire ce qu'on veut
rendre à terme tout simplement pendant le mandat ou au moins avancer le projet pour qu'il soit difficile après de le tabletter, de l'arrêter, de le changer. Fait que ça semble être le but au niveau du tramway. On parle du troisième lien, c'est comme l'inverse. Le troisième lien, on n'en veut pas trop au niveau des élus, mais le monde en a besoin du troisième lien. On a des problèmes au niveau des ponts, premièrement des structures de ponts, mais on a des problèmes au niveau circulation. La circulation est toute condensée au même endroit. C'est pas logique. Et s'il y avait un problème quelconque, je pense qu'il y aurait, je sais pas moi, peu importe, un attentat sur les ponts. Les ponts seraient bloqués ou un des ponts tomberait, l'autre serait, je sais pas moi, il arrive de quoi, là. L'autre serait bloqué pour X raison. Tout est arrêté, là. On a vraiment un problème de circulation à ce niveau-là. Puis là, les travailleurs ne peuvent plus voyager de la rive sud à la rive nord, sauf en passant par Trois-Rivières. Il y a déjà un ministre qui a déjà dit ça, là, que le chemin de contournement, ça serait le pont La Violette à Trois-Rivières. On comprend que c'est 1h30 à peu près, 1h15, 1h30 de différence, là. Aller passer par le pont La Violette à Trois-Rivières. Fait que ça dépend toujours de où on arrive, là. Mais je vous dirais que c'était pas logique de répondre ça de toute façon. Mais pourquoi on va pas prendre vraiment ce que les gens, les électeurs veulent avoir? Ça serait si simple. C'est simple à répondre. C'est qu'on veut pas avoir la réponse parce qu'on sait que la réponse ne serait pas celle qu'on veut faire passer aux gens. C'est juste pour ça qu'ils ne feront pas de référendum. Ça serait tellement simple. Et même pour les élections à l'automne, on pourrait faire comme dans certains États ou même il y a certaines provinces, je pense, qui le font aussi, aller poser des questions en même temps que l'élection. En même temps que de voter, on va poser des questions. Est-ce que vous aimeriez, est-ce que vous appuyez le projet d'un tramway à Québec? Est-ce que vous appuyez le projet d'un troisième lien à Québec? Ça pourrait être une question qui serait dans le bulletin de vote, puis qui pourrait être à la discrétion des électeurs de répondre ou pas répondre. Et pour chaque région, il pourrait y avoir des questions différentes. Ça donnerait un genre de référendum pour les questions au niveau de chaque ville, chaque village, chaque place. On aurait des questions peut-être différentes pour correspondre avec l'endroit. Mais ça serait un moyen de faire un petit cumulatif de ce que les gens veulent réellement. Et peut-être que ça amènerait aussi des gens à aller voter parce qu'ils auraient l'occasion de donner leur opinion sur des projets qui les touchent directement dans leur ville, dans leur quartier, dans leur région. Je pense que ça pourrait apporter ce côté-là également, de faire voter des gens qui n'ont plus l'habitude d'aller voter à cause qu'ils se disent que ça donne rien, que tout va continuer comme c'était, puis on va juste changer peut-être de couleur de gouvernement. Mais même encore là, c'est même pas certain qu'on va changer de couleur de gouvernement. Fait qu'ils veulent pas aller voter. Mais si on avait un ajout à ça, qu'on avait des questions réelles sur l'endroit, sur la région, bien, ça amènerait peut-être du monde à aller voter, puis à changer peut-être des mentalités et changer probablement des projets qui n'ont pas d'allure au sens des citoyens et non avoir de l'allure au sens des élus et de leurs amis. On parlait des masques, hein? Mais c'est pas grave. Il n'y a rien là. On s'amuse, comme j'ai dit, là, moi je suis là pour m'amuser tout simplement et placoter un petit peu de ce que j'en pense, de l'actualité de tous les jours. Et je m'amuse à faire ça. Je devrais en faire un peu plus, mais bon, je prends un peu de temps là-dessus. Je ne suis pas payé, je fais pas ça pour l'argent non plus. Je fais ça, comme j'ai dit, pour m'amuser. Puis aussi, pour essayer de faire changer les mentalités, puis amener plus de monde à donner leurs idées, à appuyer ou à désappuyer des projets ou des idées ou des façons de penser dans le monde. Je pense que c'est important. L'inflation qu'on a présentement aussi, qui est un problème, on l'a vu venir. Je pense que, oui, il y a la guerre, mais je pense que la pandémie est un des problèmes, des plus grands problèmes, je pense, au niveau de l'inflation. Les pénuries, ça a causé, on a arrêté des villes, on a arrêté des usines, on a arrêté des pays au complet de travailler pendant des mois, même des années,
à certains endroits. Fait que c'est sûr qu'il y a des pièces, il y a des choses qui sont en pénurie d'un bord et de l'autre. Ça empêche l'économie de repartir au complet dans le sens où on est pris avec on va donner l'exemple des autos. Bon, ben les autos, il y a des autos qui sont presque prêtes, mais il manque des microprocesseurs, il manque des pièces importantes à l'auto. Même, il y a des couleurs qu'ils ne peuvent plus faire. Ils arrivent pour assembler, puis normalement, les gens ont commandé, moi, je sais pas, l'extérieur noir, l'intérieur en cuir rouge. Bon, ben le cuir rouge, on n'est plus capable de l'avoir. Fait que l'auto est prête, et il reste à avoir les bancs avec le cuir rouge dedans, mais on n'est plus capable d'avoir le cuir rouge. Fait que là, on ne sait pas trop comment on va faire. Est-ce que c'est la teinture? Les gens ne savent même pas, là, ceux qui ont parlé de ça. Ils ne savent même pas si c'est la teinture, si c'est le cuir, si c'est la matière première. On ne sait pas qu'est-ce qui se passe, mais on n'est pas capable d'avoir le cuir rouge dans ces autos-là. C'est pas normal. Ça, c'est un exemple parmi je ne sais pas combien d'exemples qu'on pourrait donner. On pourrait passer probablement une couple de jours à jaser de ça. Il y a plein de choses qui manquent à tous les niveaux. Puis ça fait en sorte que quand il y en a, ben ils sont plus chers. C'est l'offre et la demande. Ça ne trompe pas, que ce soit dans l'immobilier, dans l'automobile, au niveau épicerie, dans tout ce qu'on touche, l'offre et la demande, c'est automatique. Il n'y a pas d'offre, il y a de la demande, le prix monte. Ça va... c'est un vase communicant directement. Fait qu'on est pris dans tous les domaines, je pense, qu'il y a des problèmes. Moi, je suis dans l'immobilier. Bon, ben il n'y a pas de maison à vendre. Les personnes âgées ne mettent pas leur propriété en vente. Pourquoi? Ben, parce qu'ils ne veulent pas s'en aller en CHSLD ou en résidence pour personnes âgées, en RPA. Pourquoi qu'ils ne veulent pas? Ben, c'est parce qu'ils ont vu qu'en début de pandémie, on les a enfermés. On les a embarrés, emprisonnés dans leur résidence. Ils n'avaient pas le droit de sortir. Fait que c'est sûr que quand on a vu ça de l'extérieur, comme personne âgée, ces gens-là, ils ne sont pas intéressés d'aller dans ces places-là. Et ils vont avoir très longtemps dans l'idée que ça peut leur arriver s'ils déménagent dans un endroit comme ça. Et je pense que moi, je penserais comme ça. Je suis le premier à dire que je n'irai pas pour un bon bout, le temps que ça se calme et qu'on essaie de réorganiser ces endroits-là. Mais je prends l'exemple de mon père. Mon père est rendu presque à 90 ans, là. Il est dans une résidence de personnes âgées, puis dans le début de la pandémie, quand ils les ont enfermés, il m'a appelé, puis il m'a tout simplement dit « Trouve-moi une maison. » là. Il ne voulait plus rester là, il voulait avoir sa maison, retourner chez lui pour être capable de sortir quand il voulait, pas se sentir en prison. Il disait carrément « Je suis pas en prison, puis je n'ai rien fait, pourquoi qu'il m'embarre? » Fait que vous voyez que mon père a parlé à probablement des belles-sœurs, des beaux-frères, des gens qu'il connaissait, au téléphone, puis il les a raconté ça. C'est sûr que les gens qui sont au bout du téléphone, là, qui entendent ça, ben, quand ils sont rendus là, quelques mois, 1 mois, 2 mois, 6 mois, 1 an plus tard, et ils sont pas friands d'aller en CHSLD ou en résidence de personnes âgées parce qu'ils veulent pas vivre ce qui leur a été raconté au téléphone. Fait que c'est ce qui fait que il y a une pénurie de maisons présentement, il y a une pénurie de propriétés. La loi de l'offre et la demande. L'offre n'est pas là, la demande est là. Et par chance, puis je dis par chance, c'est pas par chance, parce que c'est plate en maudit pour ceux qui payent, mais le taux d'intérêt a monté et va probablement monter encore un peu pour calmer l'inflation. Mais ça fait en sorte que peut-être que la demande de maison va diminuer un peu parce que les gens, 1% sur un taux d'intérêt, ça représente beaucoup d'argent. Quand on est rendu à 3, 4, 500 000 d'hypothèque, bien, c'est sûr qu'1%, ça commence à faire de l'argent dans une année. À chaque mois, ça commence à paraître. Là, ça coupe le budget pour la balance du budget. Là. Fait que ça va peut-être rétablir un petit peu le marché, mais en même temps, il y a beaucoup de gens qui vont devoir mettre une croix sur l'achat de leur première maison à cause de ça, à cause de la fameuse offre et demande, et aussi à cause du taux d'intérêt qui va monter un peu. On dit un peu, on espère que ça sera un peu, mais moi je me souviens que quand j'ai construit ma maison en 1993, le taux d'intérêt était de 8,75, 8,75% en 93 quand j'ai emprunté pour la maison. Fait que on est loin de là aujourd'hui encore, mais je pense qu'on peut le revivre. Je pense que ça peut arriver encore. Si les gouvernements ne font rien comme ils font présentement,
au lieu d'aider les gens, on peut parler de l'essence. L'essence, c'est la même chose. L'essence, on a un problème au niveau de l'essence. On est rendu à 2,15, je pense, dans certaines régions aujourd'hui. Pour l'essence, c'est incroyable. Au début de la pandémie, c'est descendu à 60 et... Je pense que c'est 70 ou 72 sous le litre en début de pandémie. Puis tout d'un coup, boum, on est rendu à 2,15 aujourd'hui. Ah, la guerre en Ukraine, le pétrole russe, il paraît que ça y est pas beaucoup. Mais la semaine dernière, le baril a baissé de 10 $. On a monté le prix de l'essence à la pompe. C'est comme pas logique. Qui se graisse? Je ne sais pas vraiment. Je n'ai pas été fouillé bien longtemps là-dessus. Mais je suis capable de voir que on semble faire des choses qui ne sont pas bénéfiques à long terme. Le gouvernement Legault annonce qu'il va probablement vouloir faire un autre chèque de 500$ à tous les Québécois pour contrer l'essence, le prix de l'essence, le coût de la vie, etc., etc. Mais je peux vous dire que 500$ par rapport au coût de la vie en général, c'est pas grand-chose pour monsieur et madame tout le monde. Juste l'essence, là, c'est facilement le double que ce que ça coûtait. Donc, les gens qui passaient, je sais pas moi, 100$, on va dire 100$ par semaine, ils sont rendus à 200. C'était 400 par mois, c'est rendu 800 par mois juste en essence. C'est incroyable là, quand on y pense comme ça, là. Fait qu'il y a beaucoup de choses qui vont changer si l'essence ne redevient pas un peu plus abordable. Si le gouvernement acceptait de couper des taxes, parce que c'est sûr que pour eux, c'est une manne incroyable. C'est une entrée d'argent qui était inespérée de leur côté. Pourquoi? Parce que l'essence, en étant beaucoup plus chère, ben, leurs taxes, parce que il y a presque plus de taxes que la valeur des taxes représente quasiment plus que la valeur de l'essence au Québec. Donc, ces gouvernements-là font énormément plus d'argent du fait que l'essence est plus chère. Pour eux, c'est une manne incroyable, comme je viens de dire. C'est de l'argent qui entre, qui n'était pas prévu. Ils vont se taper dans les mains en voulant dire que ils ont bien budgété, on a des surplus, on a fait plus d'argent, mais c'est sur le dos de qui? Sur le dos du monde qui travaille, du monde qui paye pour aller travailler, qui paye l'essence, ceux qui chauffent à l'huile, etc., etc., etc. Et ça se répercute partout. C'est pas juste ceux qui ont des autos à gaz. C'est que prenez exemple à l'épicerie, tout ce qui est apporté à l'épicerie consomme de l'essence. Tout augmente. J'ai vu, je pense que c'est Walmart, Target aujourd'hui, je pense qu'il a baissé énormément au niveau boursier. Pourquoi? Ils ont absorbé une partie des coûts supplémentaires qu'ils ont à payer, autrement dit, pour amener la bouffe ou les produits sur les tablettes. Ils en ont absorbé une partie. Et aujourd'hui, je pense que Target a baissé de 25% au niveau boursier. Puis hier, Walmart, je pense qu'ils sont allés frôler le 15% de moins, je pense. C'est de l'argent, là. Ça veut dire qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de pertes. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait un chiffre d'affaires plus élevé, mais ils ont fait moins d'argent. Je me demande même s'ils n'ont pas perdu un peu d'argent, mais en tout cas, je pense qu'ils ont fait moins d'argent que prévu parce qu'ils ont absorbé une partie de l'inflation. Si l'inflation n'arrête pas, ils ne l'absorberont pas toujours. Ils vont nous la refiler, ces gens-là, là, pour aller rechercher du gain au niveau de la compagnie. Puis c'est normal, ils sont là pour faire de l'argent. Les gens investissent dans une compagnie, les gens travaillent dans une compagnie, dans leur commerce, pour faire de l'argent, pour vivre, pour mieux vivre, pour bien vivre, peut-être pour passer à leurs enfants plus tard la compagnie et continuer l'entreprise. Mais là, c'est le fun d'absorber pendant un an, exemple, une partie de cette inflation-là pour aider les clients à peut-être à continuer un rythme de vie un peu plus standard comme il y avait. Mais si l'inflation continue comme ça, là, ces compagnies-là n'auront pas le choix de passer à la caisse et de changer leur prix, d'augmenter leur prix sur tous les produits. Ils vont remettre
pourcentage, leur markup, comme c'était avant. Fait qu'on ça veut dire que si l'inflation a augmenté de 6 ou 7 ou 8 bien, tous les produits vont augmenter de 6, 7 ou 8 C'est logique. Et ça lui coûte plus cher de 6, 7, 8 à tous les niveaux. Oui, ils l'absorbent présentement, oui, ils l'ont absorbé, mais ça ne durera pas tout le temps, là. Mais on s'en aperçoit quand même déjà sur les tablettes, quand on va acheter, quand on fait l'épicerie, quand on fait n'importe quoi, ça coûte beaucoup plus cher que ça coûtait il y a 2-3 ans. C'est vraiment, j'allais dire épeurant, mais c'est vraiment questionnable comment ça va se passer. Les gens disent, bon, ben les salaires n'ont pas monté versus les prix qui augmentent. Ben, c'est bien vrai, mais si vous augmentez les salaires, vous allez devoir augmenter les prix à nouveau. On va revenir au même problème. Le problème n'est pas les salaires, le problème est ce que ça coûte pour acheter, qu'est-ce qu'on a besoin d'acheter. Si le gouvernement acceptait déjà de couper les taxes, de ramener les taxes à un niveau, exemple, je ne sais pas moi, un pourcentage, même si l'essence est à 2 $, mettons, là. Bon, ben, si les gouvernements avaient budgété l'essence à 1,15, exemple, bon, ben, ils avaient déjà prévu que leur taxe sur 1,15 leur rapportait X et le budget a été fait en fonction de ça. Mais pourquoi on ne pourrait pas faire ça, la même chose pour dire, ben même si l'essence est à 2,15, nous autres, là, les taxes, là, on va ramener ça comme si c'était à 1,15 au niveau des taxes. Je pense qu'on baisserait de peut-être 50, 60, 75 sous probablement du litre de différence. Ça paraît, là, ça paraît énormément. 10 litres à 75 sous, ça fait 7 piastres et demi, là. C'est pas long. Des réservoirs d'essence de 60, 75, 80 litres, il y en a en masse là, sur la route. Et plus, mais je donne l'exemple normal, là, il y en a en masse. Fait que ça ferait un changement dans le portefeuille des gens. Les gens pourraient avoir de l'argent un peu plus pour racheter l'épicerie, exemple. Pourraient acheter... puis l'épicerie ne serait pas portée à augmenter autant que là, parce que, comme j'ai dit tantôt, tout ce qui est rapporté sur les tablettes d'épicerie passe par de l'essence. Fait que si l'essence est ramenée à un prix standard, un prix plus régulier, bien, on a peut-être des chances de moins voir le prix monter. Je pense qu'on a peut-être des chances de s'en sortir un peu mieux comme citoyen, comme personne normale. Je ne sais pas comment ça va finir, mais l'essence devrait avoir, pas un prix plafond comme le PQ a sorti, mais on devrait essayer de faire notre part au niveau gouvernement pour ramener le prix des taxes au moins sur ce qui avait été budgété avant la hausse du prix de l'essence. Comme j'ai dit, oui, ils vont faire peut-être un chèque de 500$ aux gens, mais ils vont sûrement divulguer la différence là, entre le montant des taxes qu'ils vont faire de plus que ce qui était budgété versus que ça va coûter du 500$. Et vous allez voir qu'ils ne remettront pas tout l'argent aux gens. Puis c'est pas, je pense pas que ce soit l'idéal, oui pour eux parce qu'il y a des élections à l'automne, mais dans un monde normal, je pense que c'est pas de remettre 500$ aux gens qu'il faudrait, c'est de ramener les prix, exemple de l'essence, de ramener des choses à un prix peut-être plus, pas plus régulier, mais plus facile à payer pour les familles, pour les gens qui en ont besoin. C'est probablement là qu'on devrait aller, mais il semble que pour les élections, on va faire un chèque de 500$ pour faire plaisir au plus de gens possible et que les gens se rappellent quand ils vont aller à voter que le fameux chèque de 500$, on l'a eu 2 fois, M. Legault nous a donné 2 fois 500$, il est donc bien fin. On va voter pour M. Legault et rien ne va changer de toute façon. Et à l'automne, c'est pas dit que le passeport vaccinal ne reviendra pas, c'est pas dit que les masques ne reviendront pas. À l'école, même chose. Les jeunes à l'école étaient vraiment contents de ne plus avoir de masque lundi, ni dans les transports scolaires, ni à l'école. Moi, j'en ai 5, comme j'ai dit. Oui, j'en ai un à la garderie. Lui, il n'était pas touché par ça, mais les 4 autres étaient touchés directement par ça et devaient mettre un masque pour prendre l'autobus pour aller à l'école. Et rendu à l'école, devaient mettre un masque pour se promener en dernier. C'était juste se promener. Dans leur classe, ils pouvaient l'enlever. Mais ils ont vraiment gâché beaucoup
pas de vie, mais d'une partie de vie des enfants qui allaient à l'école avec les masques. Pas être capable de voir le visage des gens, pas être capable de reconnaître. Des fois, il y en a qui ont de la misère, mettons qu'ils entendent mal, ils sont capables de se débrouiller en lisant sur les lèvres. Avec le masque, oubliez ça, ils n'étaient pas capables. Il y a beaucoup de gens qui ont de la difficulté à l'école, des jeunes qui ont beaucoup plus de difficultés à l'école depuis la pandémie. Pourquoi? Bon, ben les Zooms, l'école à la maison, première des choses. Deuxièmement, les masques. Ça empêche une certaine interaction entre les gens et les masques. J'espère qu'à l'automne, on ne pensera même pas de remettre ça. Et si on pense de les remettre, j'espère que les gens vont se tenir debout, puis peut-être challenger le gouvernement en disant, nous, on n'en veut pas dans certaines sphères. Oui, à certains endroits, je pense que ça peut être respecté, mais c'est pas prouvé à l'heure qu'il est. Il y a plein de situations, il y a plein d'études qui sortent présentement qui disent que le masque n'a à peu près rien donné de plus qu'un endroit qui n'en avait pas du tout. Il y a plein de places qui n'avaient aucune restriction et il n'y a pas plus de cas ou à peu près pas plus de cas. Des fois, il y en a même qui en ont moins des cas, ça dépend des places. Mais on devrait apprendre de ça, justement. Est-ce que c'est mieux d'arrêter l'économie? Est-ce que c'est mieux de nuire à nos enfants pour tenter quelque chose qui n'est vraiment pas prouvé? Selon moi, c'est non. Puis je le dis, là, c'est une opinion personnelle. Elle peut changer tantôt, demain, après-demain, la semaine prochaine. Mais présentement, mon opinion, c'est celle-là. L'immobilier, j'en ai parlé un peu. L'immobilier, le problème, c'est le manque de propriété. Les prix ont baissé un peu, mais c'est surtout les inscriptions qu'on n'a pas qui posent problème. Et les acheteurs commencent à diminuer. Fait que ce marché-là va stagner, là, je pense. On va connaître une période un petit peu plus creuse au niveau immobilier. Et j'ai été un des premiers à le dire, à en parler quand c'est arrivé la pandémie. Je disais, c'est pas là qu'on va avoir des problèmes. C'est pas quand ça arrive, la pandémie, parce qu'il y a beaucoup de courtiers qui partaient en peur, qui sont mis à paniquer au début de la pandémie pour dire c'est fini, on ne pourra plus vendre de maisons, ça va être le bordel. Et non, on a vendu énormément de maisons en début de pandémie. La première année, je vous dirais que ça a bien été. La deuxième année, il s'est vendu des maisons, mais beaucoup moins qu'il s'en est vendu l'autre année d'avant. Pourquoi? Parce qu'il y a moins d'inscriptions. Les prix ont monté, c'est ce qu'on a connu. C'est le fun. Hein? Ils ont mis leur maison en vente à 399 000. Ils l'ont vendu 475 000. C'est le fun pour le vendeur, effectivement. C'est plate pour les gens qui ont fait des offres d'achat, les 8 ou les 10 ou les 12 personnes, couples qui ont fait des offres d'achat. Il y en a juste une qui a été acceptée dans le tas. Ça veut dire qu'il y en a 8, 9, 10, 11 personnes qui ont été déçues de ne pas avoir leur propriété, de ne pas être acceptées comme acheteur parce que le vendeur a préféré plus cher ou meilleures conditions, peu importe. Bon, ce côté-là, on n'en parle pas. On parle juste des gens, des vendeurs qui ont fait beaucoup d'argent, tout ça. Mais comme courtier, les acheteurs, là, ils sont déçus énormément quand ils perdent leur propriété, quand ils font une offre d'achat. Vous allez dire, il y avait juste à donner plus. Oui, mais à un moment donné, il y a une limite au niveau hypothécaire, il y a une limite à la capacité de payer des gens. Fait que les gens s'alignent vers une maison de, exemple, 399 000. Pourquoi? Parce qu'ils pensent d'être capables de la payer, première des choses. Ils pensent d'être capables d'avoir le financement. T'sais, tout est aligné vers ce qu'ils pensent être correct. Et au final, ils se ramassent avec une contre-offre à 475. Des fois, ils vont y aller, ils vont embarquer, ils vont se commettre et ils vont aller chercher le financement, ils vont passer. Mais là, le taux d'intérêt va monter de 1, de 2, de 3 % on ne le sait pas. Il va y avoir des problèmes tantôt à ce niveau-là aussi. Les gens qui auront payé trop cher vont devoir assumer leur prise de position, leur décision d'acheter à ce prix-là au moment où ils ont acheté. Est-ce que ça va tomber? Moi, je ne crois pas que ça va tomber. Je crois que le marché immobilier va redevenir normal dans quelques années. Pourquoi dans quelques années? Les personnes âgées vont commencer soit à partir, à quitter parce qu'ils vont mourir, soit qu'ils vont se faire à l'idée de s'en aller en CHSLD et en RPA. Ils vont accepter ce risque-là au fur et à mesure qu'ils vont avancer. S'il n'y a pas d'autre bévue qui est faite
par le gouvernement. Donc, les gens vont avancer dans ce sens-là, puis probablement que le marché va revenir à la normale. Les inscriptions vont se faire, puis on va vivre un peu le même marché qu'on avait avant la pandémie. Peut-être. Moi, je prétends que ça va prendre 2 bonnes années encore avant que les gens soient prêts à s'en aller en RPA. À cette heure, je n'ai pas vérifié les statistiques de l'âge des personnes. Dans l'espace de 2 ans, il va mourir combien de personnes? Ça pourrait changer la donne dans ce que je viens de dire, parce que s'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui meurent dans ces 2-3 années-là, on va revoir des maisons, des propriétés qui vont se mettre sur le marché en succession. Donc, ça va amener des nouvelles inscriptions, et là, le marché pourrait se balancer peut-être un peu plus tôt à cause de ça. À cause de la population vieillissante. Je n'ai pas la stat, je n'ai pas vérifié ce côté-là, là, pas du tout. Je reviens en dernier. Les médias, on pense que... On pense. Beaucoup de gens pensent que les médias font leur job. Moi, je pense que non. Personnellement, on ne pose pas de questions, on ne pose pas les bonnes questions. On est complaisant au gouvernement. Pourquoi? Parce qu'on est payé par le gouvernement. On a été payé par le gouvernement. On n'est plus indépendant du gouvernement parce que les subventions amenées aux médias font en sorte que les gens ont peur de parler ou de questionner le gouvernement. Encore cette semaine, il y a de la pub, imaginez, qui dit « Hey, c'est-tu merveilleux, il n'y a plus de masques, les masques sont tombés, on n'a plus besoin de masques pour aller dans les commerces. » Est-ce qu'on a besoin de cette pub-là? Est-ce qu'on a besoin de payer comme gouvernement de la pub pour nous dire qu'à partir de telle date, c'est-tu le fun, on n'aura plus besoin de masques? De payer des 30 secondes à la TV, dans les journaux, des pages et à la radio, des millions et des millions de dollars en pub pour nous dire ça, je pense qu'on n'a pas besoin de ça. C'est de l'argent dépensé pour rien. C'est des subventions déguisées parce qu'on va mettre de la pub pour faire plaisir à ces gens-là et on va sûrement leur piquer un clin d'œil quand vient le temps d'avoir une rencontre puis d'avoir des questions en voulant dire, tu sais, peut-être ta question, mais elle n'est pas trop chienne ou trop chiante parce que t'es payé par moi indirectement. Là, on met de la pub chez vous, on a dépensé tant de millions dans vos médias, fermez-vous un peu ou soyez complaisants là, parce que on va couper ça, nous autres. On n'a pas besoin de la pub. Là. C'est vrai qu'ils n'en ont pas besoin. Pourquoi ils la donnent? Juste pour faire plaisir, tout simplement. Acheter les gens, acheter les médias. On aurait besoin d'un nouveau média, on aurait besoin d'un Fox News, exemple, qui viendrait chambarder peut-être le monde des médias au Québec, changer la façon de voir, poser des vraies questions, aller challenger les décisions qui se prennent. Il n'y a personne qui fait ça présentement, ou à peu près personne. Même, je parle de Jeff Fillion des fois. Je me suis abonné à Jeff Fillion et, parce qu'il n'est plus à la radio standard, à la radio normale. Il a un podcast qui semble fonctionner très bien. Je pense qu'ils sont 3e au Canada, derrière Joe Rogan, je pense, même 2e peut-être, derrière Joe Rogan au Canada. Et c'est un Québécois qui parle en français, qui a ça. C'est quand même assez spécial. Je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui écoutent Jeff Fillion, qui pensent un peu comme lui sur certains points. On n'est pas toujours d'accord avec ce qu'il pense, mais au moins, il va donner des points, il va débattre, il est capable de débattre avec n'importe qui. Et des fois, il va changer son opinion en fonction de ce qu'il a eu comme information. Des fois, le débattre, ça sert énormément à ça aussi. On n'a pas toujours raison sur tout, donc on peut débattre de choses, puis là, se rendre compte que c'est pas fou. Il n'y en a pas de ça dans d'autres médias, autrement dit. Fait que Jeff Fillion en est un. J'aime bien écouter. Il y a une partie qui est présentement gratuite, il l'appelle Radio Pirate Live. Donc, tous les gens peuvent se brancher sur jeffillion.com et avoir à tous les midis, de midi à 1h30, c'est Radio Pirate Live. Donc, pas besoin de payer. C'est free, tout simplement. Et si vous payez, comme moi je suis un abonné, j'ai, le live, je peux l'avoir, mais il y a d'autres podcasts disponibles à tous les jours. Ils en font 2, 3, 4 par jour. C'est de l'émission de Jeff Fillion, mais moins
moins coordonné, moins chronométré. Si on a besoin de passer 45 minutes sur un sujet, on va passer 45 minutes sur un sujet. C'est ce que j'aime dans le principe, c'est qu'on n'est pas obligé de couper quand ça commence à être le fun. S'il y a plus de questions, si le sujet est bon, on va continuer dans le sujet parce qu'on n'est pas barré par des pubs, on n'est pas barré par l'heure qui se termine, l'autre émission qui commence. On fait un peu ce qu'on veut au niveau des podcasts. C'est ce qui amène les podcasts maintenant à être populaire, à être de plus en plus populaire même. On peut downloader le podcast, s'en aller dans le bois, écouter notre podcast à n'importe quelle heure, n'importe quand, faire pause. C'est ce qui est le fun comparativement à la radio traditionnelle. C'est ce qui amène probablement beaucoup de gens au podcast. Et la façon de faire de Filion, je pense, s'en va vers une nouvelle méthode de travail au niveau des radios. J'ai vu Denis Ravel qui ont commencé à faire du podcast, là, eux autres aussi, la semaine dernière. J'en ai écouté quelques-uns, un ou deux. Ça semble bon, mais ils ont l'air à vouloir entrer rapidement dans le marché. Je pense qu'ils auraient peut-être dû commencer tranquillement, puis s'amener. Mais là, ils ont l'air à vouloir en faire beaucoup. C'est peut-être pas une bonne méthode de le faire, mais écoute, on va le voir, peut-être que ça marchera, mais ça semble bien fonctionner, eux autres aussi, là, la façon du podcast. Denis Ravel avait l'air d'être à l'aise aussi. Ça semble être bien de leur côté également. Je vous laisse avec ça. J'ai fait pas mal le tour de ce que j'avais en tête aujourd'hui. S'il y a des questions, des suggestions pour des sujets, vous avez des débats, vous voulez débattre ou peu importe, ça m'intéresse de connaître votre opinion, de connaître votre façon de voir les choses comparativement à la mienne, ou est-ce que vous voyez les choses de la même façon? Est-ce que vous avez d'autres manières de présenter la situation qu'on vit actuellement? Ben, gênez-vous pas, je suis là pour écouter tout le monde, puis ça va me faire plaisir. Donc, n'hésitez pas, faites-moi signe s'il y a quoi que ce soit. Merci beaucoup et à la prochaine!